Bonsoir l'ami, bienvenue sur MyFoot TV. Comme d'habitude, je suis avec le client fidèle, celui-là même, le Ziza, grand supporter du Barça. Voilà, comme d'habitude, on parle un peu de l'actualité dans la semaine, ce qui s'est passé en Liga, vu qu'on est amateur de Liga. Ziza, comment tu vas, ça va? Tranquille frère, bonne semaine, un peu fatigué mais on se plaint pas, comment ça va de ton côté? Ça va pas, Ziza, avec le Real va mal. Je suis grippé, le Real, après, a pris mon esprit, a pris ma semaine, mais on va en discuter. Voilà, tu sais que tu es le Barcelonais ici, hein. Actuellement ça va bien au Barça, je te laisse la parole. Comment tu vois l'évolution de ton équipe? Je sais qu'on a seulement la troisième journée, on va tirer des conclusions hâtives, mais on voit que Hansi Flick essaie de respecter sa philosophie de jeu, essaie d'être fidèle à son pressing et à l'impact physique de son équipe. On voit qu'il faut gagner des matchs même si c'est difficile. On voit qu'avec les jeunes joueurs qui jouent, le Barça se bat très bien. Et si le Barça continue comme ça, pour moi, il n'y a rien qui peut les arrêter en championnat en tout cas. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Le football ça va assez vite, je trouve que c'est drôle aujourd'hui qu'on dise que ce soit le Barça qui va bien, quand on sait qu'on doit encore penser à couper des goûters à des gens dans le club pour pouvoir inscrire des joueurs, mais on nous dit que c'est au Barça Ah, que c'est ça ça. va bien. C'est n'importe Je pense que ça te donne un peu la tendance sur comment est-ce que les choses vont vite et comment on observe le développement. Oui, dans l'ensemble, je dirais que depuis la pré-saison même, hein, je pense qu'on en avait parlé. Ce qui est intéressant dans l'approche d'Hansi Flick, c'est qu'il a l'air d'avoir des idées assez claires sur ce qu'il veut de ses joueurs. Il a l'air de bien les préparer. Je trouve que l'équipe finit beaucoup mieux les matchs que ces dernières années. Ces dernières années, on finissait les matchs difficilement, on était souvent acculé. Qu'on mène ou pas, qu'on joue contre une équipe qui avait les ressources pour nous mettre en danger ou pas, je trouve qu'on a beaucoup plus de ressources physiques, en tout cas de ce que j'ai vu jusque-là, sans avoir récupéré des pions essentiels. J'aime bien en tout cas ce que j'ai vu en termes d'organisation, en termes de... en termes d'idées tactiques, c'est plutôt clair pour moi comment ils veulent jouer. Et quel rôle les joueurs ont dans le système. Et je pense que ça, c'est le plus important dans une équipe à ce niveau-là. C'était personnellement l'un de mes plus grands problèmes avec Xavi, c'est que ce n'était pas un football cohérent en termes d'équipe. Il y avait un seul joueur qui faisait bouger les choses, c'était Yamal sur son côté, tout le monde était un peu dans le limbo à part ça. J'aime beaucoup plus ce que je vois maintenant, même si on le voit quand on intègre des joueurs de plus grande qualité, on réussit à avoir une augmentation assez intéressante de ce qu'on reçoit comme feedback. Donc oui, je suis plutôt optimiste sur ce que je vois. Je ne vais pas encore dire non, ça veut dire qu'on va réussir ceci, cela, ou ça veut dire qu'on est meilleur que X ou Y. Mais jusque-là, j'aime bien ce que je vois. C'est dommage la grosse blessure Ouais, qu'on a eue, je vais en encore parler. une fois. Je vais te parler de ça avec le double pivot là. C'est Marc Bernal, non, Mhm. qui assurait son rôle dans le double pivot. Comment tu vois la suite de la saison du Barça? Qui peut le remplacer à ce rôle-là? Parce qu'on sait que De Jong subit plusieurs opérations aussi. On ne sait pas quand il revient. Je ne sais pas si vous avez une date. Mais tu penses que quel joueur peut essayer de compenser la blessure de Marc Bernal? Je pense qu'on n'a pas vraiment de joueurs dans le même moule que Bernal. C'est ce qui justifie l'importance qu'il a eu depuis le début de saison, malgré sa jeunesse. De formation, ce n'est pas vraiment un 6, mais c'est le rôle dans lequel il jouait depuis son intégration au Barça B. C'est quoi de Donc, formation? Son poste c'est quoi? De formation? c'est un milieu intérieur, c'est plus un numéro 8. Ok. Mais je pense que à cause de sa taille, j'ai envie de dire, et de sa capacité à faire les efforts défensifs naturellement, il a toujours joué un peu plus bas que les autres milieux de l'académie. Et je pense qu'il s'est familiarisé avec le rôle, donc ça se voit dans son jeu. Et pour moi, on n'avait vraiment personne d'autre dans ce moule-là, parce que pour jouer ce rôle de point de basse, il faut avoir une certaine aisance à récupérer et à libérer la balle. Il ne faut pas avoir besoin de faire plusieurs touches. Et c'est un peu ce qui a toujours rendu Frenkie de Jong un peu inapte à jouer ce rôle-là, parce que c'est un joueur qui cherche à se projeter.
Donc, je pense que Casado sera probablement celui qui immédiatement va avoir l'opportunité de jouer dans ce rôle. De nature, c'est un intérieur lui aussi, c'est un joueur un peu plus porté vers l'avant. Mais je pense que l'an dernier, il a joué aussi dans ce rôle-là, d'ailleurs avec Bernal au Barça B. Donc, je suis curieux de voir ce qu'il va apporter, mais c'est vraiment une grosse perte. C'est vrai que ce n'est qu'un jeune de 17 ans, mais en termes de profil, je ne pense pas qu'on avait un autre joueur qui était dans ce registre-là. Même si Frenkie de Jong revient, c'est pas exactement la même approche. C'est plus un joueur qui se porte vers l'avant. Donc, je suis aussi curieux que toi de voir ce qu'ils vont apporter comme changement. Et c'est une bonne question. Je m'attends à ce que ce soit Casado qui soit dans ce rôle pour le match de demain. Ah, ok, merci. Avant de passer au Real, est-ce que tu as une date pour De Jong? Parce qu'on sait quand il revient. Le problème de Frenkie de Jong, c'est que ce n'est pas juste une question de blessure et de physique. Okay. C'est aussi et surtout une question de bataille contractuelle. Je pense que si Frenkie de Jong n'était pas un joueur qui avait des arriérés de salaire et qui avait ce genre de contentieux non dit entre lui et le club, il aurait probablement accepté depuis son forfait pour l'Euro. Peut-être pas United, mais depuis son forfait pour l'Euro, déjà, je pense qu'il aurait accepté de se faire opérer de la cheville pour revenir un peu plus vite, parce que d'après ce qu'on entend maintenant, ce n'est pas qu'il serait incapable de s'entraîner, c'est juste qu'il ressent toujours une gêne. Et je pense que la raison pour laquelle il ne va pas à l'opération, c'est parce que l'an prochain, il lui reste 1 an de contrat. Et il est toujours dans ce genre de litige avec le club. Le club veut qu'il prolonge pour pouvoir échelonner le salaire qui lui est dû sur plusieurs années. Lui, il ne veut pas le faire parce qu'il veut déjà percevoir le montant qui lui était dû et qui a été... À raison ou à tort, hein. C'est lui qui... À raison, c'est son droit, c'est son droit. Maintenant, c'est sûr que je comprends aussi le supporter qui dit, bon, dans ce cas-là, tu fais partie des capitaines du club. Si tu dis que tu es dévoué au club et que tu ne penses qu'à jouer à Barcelone, qu'est-ce qui t'empêche dans ce cas-là de prolonger et de rendre les choses faciles au club qui n'a, par exemple, pas pu enregistrer beaucoup de joueurs à cause de la marge de salaire que le seul Frenkie de Jong occupe. Donc pour moi, ce n'est pas une question aussi simple de quand est-ce qu'il revient. Je pense qu'il y a clairement un mal-être quelque part dans la communication entre le joueur et le club. Donc même s'il revient, je ne m'attends pas à ce que ce soit un joueur qui puisse jouer chaque semaine et qui soit le Frenkie de Jong qu'on a connu auparavant. Pour moi, il y a beaucoup plus de précautions qui est prise de sa part. Et il y a une volonté de ne pas passer par la case opération pour moi, pour ne pas, si tu veux, baisser sa valeur marchande à 1 an de la fin de son contrat. Parce que je pense qu'il est en train de vouloir... écouler son contrat et partir libre du club. C'est ma lecture en tout cas de la chose. Peut-être que je me trompe, mais d'après certaines rumeurs, il pourrait être de retour après la trêve internationale. Personnellement, même si ça se fait, je ne pense pas que ce sera un grand Frenkie de Jong qu'on va retrouver. Ok, c'est ça, merci. On va passer au Real, comme on l'avait dit dans l'introduction. À la Ziza, moi personnellement, vu que ça m'affecte directement, on a joué 3 matchs en championnat cette année. 4 matchs en tout, plus le match de la Super Coupe qui s'est plutôt pas mal passé. Surtout en deuxième période avec un Bellingham, un Vinicius qui ont essayé de prendre les choses en main et de faire une belle passe à Mbappé pour qu'il soit en confiance. Mais après Mallorca, on a été patient, on a dit non, c'était un manque d'adaptation et tout. On a enchaîné avec Valladolid à domicile. On n'a rien vu de spécial. On a vu Vinicius un peu tourmenté, je ne sais pas à quoi il pense actuellement, qui fait sa coiffure, tout ça. Ça, c'est des choses extra sportives, mais vu les performances, on se dit que c'est pas des choses, c'est pas le moment. Hier, on a enchaîné avec un déplacement à 21h30 à Las Palmas. On sait tous comment c'est difficile de jouer à Las Palmas, surtout à cette heure-là, avec le voyage, tout ça. On a vu un Mbappé qui, pas le seul, hein, on a vu l'attaque qui n'arrive pas à se trouver, même le milieu, à part Valverde qui essaie de faire des efforts. Tchouaméni, il fait un bon match, un match juste, mais on ne sait pas ce qu'il apporte de plus. C'est-à-dire que Toni Kroos a laissé un vide que nul ne pourrait combler. Voilà, c'est dommage, parce qu'on voit que Vinicius, qu'on aime bien, d'habitude il prend les choses en main, il fait des bons choix, que ce soit des passes, la passe qu'il faut. Là, il est un peu tourmenté, il ne fait pas la passe à Mbappé quand il doit faire la passe, il tire pour tirer.
Il fait des changements d'aile qui sont pas justifiés. Je ne sais pas ce qui se passe au club, mais vraiment, ça sera très compliqué cette année d'enchaîner. Je ne sais pas ce que tu penses, Ziza, mais pour moi, le Real, c'est très compliqué cette année. Rien ne va, rien ne va. Même Courtois, il fait ce qu'il peut. Hein. C'est le dernier à être jugé. Même la charnière, Militao, Rudiger, à part le match contre Valladolid. Il n'y a rien d'extraordinaire. Militao, il revient à son niveau, mais ses fautes de concentration demeurent. Donc, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est très compliqué pour le Real cette année, en début de saison. Là. Qu'est-ce que tu penses d'un œil extérieur? Qu'est-ce que tu penses? Déjà, c'est plutôt drôle de vous voir paniquer à la période actuelle. Ouais, elle n'est pas habituée à ça, c'est ça. Bon, soit, je veux bien le croire. En tout cas, c'est plutôt drôle de vous voir paniquer pour le moment. De mon côté, je pense que ma lecture, c'est que en réalité, le football en termes de football, celui qui est proposé actuellement par le Real, n'est pas super différent de ce que le Real a proposé les années précédentes. Le Real, dont je me rappelle l'an dernier, quand Benzema est parti, quand Bellingham arrive, c'est une équipe qui obtient des résultats, excuse-moi du terme, un peu sur la fin, qui gagne des matchs avec Bellingham, qui sort des buts clutch, qui réussit la maîtrise des moments. Mais c'est pas une équipe qui contrôle non plus. Non, si ça sans t'interrompre, au moins en attaque, on savait que le Real proposait n'avait pas de jeu en tant que tel, mais quand il s'agissait de l'attaque, même contre Titi, on était très clutch. Quand il s'agissait de faire des passes vers l'avant, de trouver une passe, même à 2 contre 3, que ce soit Rodrigo Vinicius, ils arrivent à se retrouver. Et pas du premier but à l'Etihad, on a Vinicius sur le côté droit, Rodrigo excentrique, côté gauche, il y a 3 défenseurs de Titi, on arrive à trouver la passe, tu vois. Mais cette année, on n'arrive même pas à se retrouver en attaque. Non, ce que tu dis, c'est vrai, mais l'aspect offensif, c'est nul. Au moins, l'année passée, il y avait des connexions, il y avait des liaisons, des liens. Je comprends ce que tu veux dire, mais déjà, pour comparer à ce qu'on a vu contre Manchester City, là, on parle de demi-finale de Ligue des Champions. Ça, c'est presque une saison complète, donc des joueurs qui ont plus de complémentarité. Je pense que ça, c'est un aspect qu'il faut garder en tête, c'est que on est au 4e match pour le Real, donc c'est assez tôt pour leur demander ce type de complémentarité, ça c'est un. Et de deux, pour moi, pour revenir au rendu du Real sur le terrain, on n'est pas tellement dans une dynamique super différente, c'est juste que l'an dernier, le Real avait Bellingham qui jouait au niveau qu'on lui a connu. Donc, pour moi, ce serait bienséant actuellement de dire oui, c'est vrai, il faut donner du temps aux choses de se mettre en place, c'est vrai. Mais la partie où je te rejoindrais pour dire que le système actuel est étonnant, c'est que pour moi, j'ai plus l'impression de voir un Real qui essaie de s'adapter à un joueur qui est Mbappé, plutôt que Mbappé qui doit s'adapter à sa nouvelle équipe qui est le Real. Le premier match, la Super Coupe d'Europe, je pense que ça se voyait à quel point tout le monde essayait de faire marquer Mbappé, de le mettre dans le bain, de le mettre à l'aise. Je ne suis pas sûr que j'ai vu la même chose depuis ce match-là. Je pense que depuis, ça a l'air d'être chaque joueur à son moment dans le match. Chaque joueur prend la balle et essaye de faire la différence. Exactement. Personnellement. Exactement. On ne voit pas trop de combinaisons, on ne voit pas trop de... À part les joueurs qui se connaissent déjà et qui ont des automatismes, les rares fois où Vinicius et Rodrigo se trouvent, tu sens qu'ils savent comment se trouver, mais c'est rare, justement parce qu'il y a Mbappé au milieu. C'est toute l'idée derrière laquelle je préconisais que ce serait beaucoup plus simple de faire jouer Mbappé côté droit. Maintenant, je pense qu'il faut rester lucide aussi sur le fait que Mbappé, même à son prime, au PSG, je pense pas que c'est un joueur qui brille dans sa connexion et dans les automatismes avec ses partenaires. Mbappé, c'est plus un joueur qui est toujours le facteur X, qui est un système à lui-même, qui est dans sa coque, qui est dans son rôle et qui permet d'être la plus-value qui met l'équipe au-dessus. Ce n'est pas un joueur, en tout cas personnellement, que j'ai vu être celui comme Vinicius par exemple et Benzema avait cette entente-là, la dernière année de Benzema, où il se trouvait les yeux fermés, où il y avait vraiment une complicité entre les joueurs. Je ne pense pas avoir déjà vu Mbappé jouer dans ce registre-là.
Je pense qu'en équipe de France, la raison pour laquelle Didier Deschamps adorait Giroud, c'est parce que c'est le joueur justement qui permettait d'être ce point de fixation-là et qui permettait à Mbappé de faire ce qu'il aime faire autour de lui. Mais c'était pas parce que Giroud combinait spécialement ou savait sentir les coups pour Kylian. Au PSG, je pense que ce soit Neymar ou Messi, les périodes les plus fastes, c'était celles où ils étaient au service de Mbappé, où ils étaient les passeurs pour lui. Mais c'était pas dans l'autre sens qu'on sentait, si tu veux, une complicité. Donc, je ne sais pas si je peux dire qu'il manque de complicité entre Mbappé et Vinicius, par exemple, parce que je n'ai jamais vu Mbappé dans ce registre-là. Il a toujours été le joueur pour qui les autres font le travail. Donc, c'est un peu une équation complexe que Ancelotti doit résoudre. Est-ce qu'il faut retirer Rodrigo, remettre, je ne sais pas, Goulart dans le rôle de Bellingham l'an dernier, revenir à un milieu à 4? Est-ce qu'il faut mettre Mbappé à droite comme moi je le préconise depuis, laisser Rodrigo et Vinicius, ou même laisser Hendrick, qui est le vrai neuf de cet effectif? Et pour moi, quand Hendrick rentre, on sent qu'il a une réflexion et un positionnement d'un numéro 9 et qu'il est un peu plus dangereux, pas parce qu'il est meilleur que Mbappé, mais parce que c'est un numéro 9. Ouais. Voilà, donc il y a beaucoup de questions à se poser. Pour moi, Ancelotti avait déjà à demi-mot posé les bonnes questions après le match nul contre Majorque, mais je remarque qu'il n'a toujours pas fait le choix critique de décider qui joue ou pas. Bon, c'est vrai que hier, Rodrigo n'a pas commencé. On verra bien ce qu'il va faire parce que je pense que, comme tu l'as dit, ça se voit que Vinicius a une approche différente. Le Real, c'est son équipe. Je pense que dans le jeu, c'est toujours comme ça que le jeu est vécu. C'est toujours l'équipe de Vinicius. Mais on sent dans l'approche que Mbappé, lui, se marche un peu sur les pieds. Beaucoup. Et ça, voilà, et ça, c'était un problème pour moi très facile à prévoir. Ouais. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que Ancelotti a à nous proposer. Parce que c'est vrai que pour la carrière légendaire de Ancelotti, il y a toujours eu aussi énormément de critiques lorsqu'il s'agissait de faire des ajustements tactiques. Je pense que ça, c'est une très belle occasion de montrer sa capacité à s'adapter. Parce que normalement, avec des joueurs de ce talent-là, la solution ne devrait pas être difficile à trouver. Donc, il faut trouver un système qui permet aux deux joueurs de s'exprimer. Et il faut prendre des décisions aussi au milieu de terrain, pour moi, où il y a clairement, ça manque d'un patron. C'est vrai que Bellingham est un super joueur, mais pour le talent des joueurs en présence, le Real ne devrait pas avoir besoin de ce profil-là pour proposer quelque chose de plus attractif que ce qu'on voit depuis le début de saison. Donc, on verra bien. Ok, merci César. Merci les gars, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Merci beaucoup César et on verra la suite de la Liga. Merci, abonnez-vous et dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Ciao.